Donc bonsoir à tous. Je vois que les plus actifs sont déjà dans les starting blocks. Donc bonsoir André, bonsoir Evelyne, bonsoir Alexandre, bonsoir Warzé, bonsoir Gérard, bonsoir Marie. Voilà, ça y est, donc vous avez enfin le son. Ouais, désolé, il y a eu un petit souci, un petit couac avec le microphone, ça arrive. Ça arrive. Alors, on va parler de ces fameuses négociations à Abu Dhabi et des déclarations toutes plus farfelues les unes que les autres, autant venant d'Ukraine que de Washington. Bon, les négociations ont commencé pendant 2 jours la semaine dernière. Je vous avais dit qu'il fallait pas s'attendre à grand chose. Bon, j'ai eu raison. Hein? Bon, ça n'a rien donné. La seule chose qu'on a vue cette semaine, ça a été de nouveau un échange de corps de soldats morts, hein, donc de nouveau 1000 pour 30 et quelques, 38 je crois. Hein, 1000 corps de soldats ukrainiens pour une trentaine de corps de soldats russes. C'est la seule chose, je pense, qui a abouti lors de ces 2 jours de négociations. Truc complètement crétin, c'est que bien entendu les Ukrainiens qui étaient là lors des négociations au début ont essayé de faire croire que ils avaient un interprète qui traduisait du russe vers l'ukrainien et inversement, avant que les membres de la délégation russe disent que en réalité tout le monde est passé au russe très rapidement et que tout ça c'est juste des grosses conneries. Bon, ça je m'en serais douté, hein, je veux dire. De toute façon, la plupart des membres de la délégation ukrainienne sont des russophones natifs, hein, au même titre que Zelensky, qui parle ukrainien comme une vache espagnole. Bref. Evelyne qui dit que personnellement elle pense qu'il n'y a rien à attendre, je pense qu'il n'y a rien à en attendre non plus. Et c'est là qu'on en arrive aux déclarations toutes plus débiles les unes que les autres. On va commencer par les Américains, hein, puisque Trump et Rubio étaient là en mode il y a eu de grandes avancées, ça devrait bientôt se régler, il n'y a plus que la question territoriale à régler, etc. etc. Hein, ils étaient en mode préparer le champagne, ce qui me semblait un petit peu prématuré. On a eu Trump qui a annoncé une trêve sur les frappes d'infrastructures énergétiques jusqu'au 1er février, sauf qu'en fait c'était pas du tout agréé avec qui que ce soit. Bon, Poutine a dit pourquoi pas, jusqu'au 1er février, on est déjà le 30 janvier quand même. Pourquoi pas, puisqu'il va y avoir un deuxième round de négociations à Abu Dhabi, début février. Donc, Poutine a dit, histoire de se mettre dans de bonnes dispositions pour des négociations, pourquoi pas. Bon, en réalité, il y a quand même des frappes sur les infrastructures militaires. D'ailleurs, cette semaine, l'armée russe a frappé un train en région de Kharkov. Alors bien entendu, Zelensky a essayé de la jouer. Ah, regardez, il frappe des civils. Non, le train était bourré de soldats. Bon, il y avait aussi des civils, mais il était bourré de soldats. Et surtout, il avait manifestement un chargement de drones envoyé par Nasha Pochta, donc qui est la Novaya Pochta, qui est la nouvelle poste ukrainienne, qui est connue pour, comment dire, transporter tout plein de trucs que normalement la poste n'est pas censée transporter. Genre des armes, des blindés, voilà. On a déjà vu des camions Novaya Pochta avec Nova Pochta avec des blindés à l'intérieur. Donc, si vous voulez gueuler que c'était des civils, surtout que tout de suite après, on a commencé à voir les premières nécrologies de soldats ukrainiens morts lors de la frappe. Bon. C'est pas pour rien, si vous voulez, que la plupart des médias occidentaux se sont pas jetés sur cette affaire. Parce que dès les vidéos du jour même, qui ont été filmées par des soldats ukrainiens eux-mêmes, on sentait que ça sentait le pâté. Si vous voulez, que l'histoire inventée, là, ça allait pas tenir. Voilà.
Donc, on a eu droit à ce truc-là, ces délires-là. Et alors là, on est parti complètement en sucette. C'est les déclarations de Zelensky. Hein, où il s'est dit prêt à rencontrer Poutine euh, à Kiev s'il ose venir. Fais attention à ce que tu souhaites, mon gars. Parce qu'il pourrait bien venir à Kiev, mais pour te faire signer ta capitulation. Hein, c'est plus ou moins ce qu'a dit Yuri Podoliaka sur sa chaîne. Il a dit, je rappelle quand même qu'en 2022, il y a eu une folle une procureure ukrainienne qui avait en gros provoqué Shaïgou en lui disant si vous osez, venez à Mariupol. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler comment ça s'est terminé? Shoigu est effectivement venu, mais une fois que la ville était passée sous contrôle russe. Donc, si tu veux, là, la petite provocation gratuite de Zelensky en mode viens me rencontrer si tu l'oses à Kiev. C'est peut-être pas une bonne idée. Hein? Non, mais parce que Poutine, je sens bien, si tu veux, d'être en mode un peu jouette et de prendre au mot. Mais sauf qu'il va venir avec l'armée russe d'abord. Voilà. Il va pas venir tout seul. Hein? Voilà, il va venir avec quelques parachutistes, tanks, dronistes, pièces d'artillerie, enfin la totale, quoi. Et ce sera pour te faire signer la capitulation inconditionnelle de ton pays. Et à ce moment-là, il y aura plus de discussion, si tu veux, sur le Donbass, région de Zaporozhye, Kherson, voire même Kharkov, soumis, Odessa ou ce que tu veux. Comme l'a dit Yuri Podoliaka, dans ce cas-là, la seule question territoriale à régler, ça sera Lvov. Et encore, il y a de bonnes chances que ça, on le règle directement avec les Polonais, qui aimeraient bien remettre la main sur la région. Non, faut pas faire ce genre de truc. Faut pas provoquer... faut pas provoquer tonton Vova comme ça. Comme vous l'avez fait avec Shaïgou en 2022, ça s'est mal terminé. Hein, voilà. Bon. Hein, comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bonsoir Eva. Bonsoir Béatrice. Donc, on a eu droit à cette première sortie bien délirante de Zelensky. Ce à quoi Poutine m'a répondu que y a pas de problème pour qu'on se rencontre, t'as qu'à venir à Moscou. Chiche. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Zelensky a refusé. En mode, non mais tout le monde comprend bien que ça c'est pas possible. Ni à Moscou, ni en Biélorussie. Oui, d'accord. Et tu veux que vous vous rencontriez où en fait? C'est du délire. Fallait réfléchir avant de sortir ta petite provoque à 2 balles. Hein, d'inviter Poutine à Kiev. Quand je vous dis que ce mec est un clown, c'est un clown et il a transformé la présidence ukrainienne en cirque, littéralement. Il y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Et après ça, Zelensky a renchéri en mode non mais de toute façon, pour la question territoriale, il est hors de question qu'on laisse le Donbass et la centrale de Zaporozhye à la Russie sans combattre. Bon, déjà, la centrale nucléaire de Zaporozhye, elle est déjà sous contrôle de la Russie. Donc, comme l'a dit Peskov, ça veut dire quoi? Vous comptez attaquer encore la centrale? Et puis, ça veut dire clairement que, contrairement au bel optimisme de Trump et de Rubio, il n'y a pas de progrès du tout dans les négociations, puisque je rappelle que la question territoriale, certes, est une question, on va dire, vitale et une condition sine qua non pour un accord de paix, puisque je rappelle, et comme l'a rappelé Vladimir Poutine, comme l'a rappelé
Sergei Lavrov, comme l'a rappelé Peskov, comme l'a rappelé Ryabkov. Ces nouvelles régions sont inscrites dans la constitution de Russie. Donc de toute façon, c'est non négociable. Voilà. Donc c'est pas que le Donbass, c'est toute la Novorussie, en tout cas jusqu'à Kherson. Donc, si tu veux, quand tu vois déjà la position qui est là en mode c'est pas négociable, tu comprends bien que de toute façon, les négociations vont vers un cul-de-sac. D'accord. Pareil, quand je vois ces histoires de garantie de sécurité avec des troupes franco-britanniques, alors que ça fait 20 000 fois que la Russie vous dit, vous redit et vous redit qu'il est hors de question de tolérer des troupes des pays membres de l'OTAN en Ukraine, après la fin du conflit. Si tu veux, t'as l'impression de parler à des sourds. Hein, c'est un peu pénible. Bonsoir Laure. Donc c'est comme l'a dit Evelyne, moi non plus je vois pas je vois pas trop à quoi ça va aboutir ces négociations, comme je dis, à part des échanges de corps ou des échanges de prisonniers. Je ne vois pas où ça va mener tout ça. Bonsoir Sébastien. Alors, qui arrive en retard. Aïe 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 aïe, 10 minutes de retard, c'est la honte. C'est la honte. Donc oui, ces négociations à Abu Dhabi, bon. Je pense qu'à part des questions comme ça, type échange de corps, échange de prisonniers, ça va aboutir à rien. La question des civils de Koursk, la douzaine de civils de Koursk qui se trouvent toujours en région de Soumy, donc qui ont été, je rappelle, déportés de force par l'armée ukrainienne. Oui, parce que ces gens-là n'étaient pas volontaires pour évacuer en région de Soumy. Donc c'est des Russes de la région de Koursk. Pour l'instant, l'Ukraine continue de refuser de les échanger, sauf contre des criminels de guerre condamnés en Russie. Donc ça passe pas. Donc je pense que les négociations vont traîner là-dessus pendant un bon moment. Clairement, de toute façon, la Russie a dit qu'il était hors de question d'un cessez-le-feu généralisé. Il n'y aura pas de Minsk 3. Les 2 premiers ont suffi. Voilà, la leçon a été bien retenue. Alors qu'ils demandent pourquoi personne n'écoute Vladimir Poutine. Ça, je sais pas. Je sais pas, parce que c'est un homme quand même d'une grande patience, d'une grande sagesse, qui est capable quand même de non seulement gérer des situations politiquement et géopolitiquement très difficiles, mais en plus de souvent proposer des solutions qui sont très intelligentes et qui permettraient de sortir de bien des situations par le haut. Je rappelle, fin 2021 par exemple, en voyant l'accumulation de troupes ukrainiennes sur la ligne de front dans le Donbass, où on avait déjà compris que ils allaient nous attaquer, la Russie avait fait une proposition de garantie de sécurité pour l'ensemble du continent européen qui aurait pu régler tout ça. Donc c'était arrêt de l'expansion de l'OTAN, recul à ses frontières avant la promesse de on s'étendra pas un pouce de plus à l'est, etc., etc. Bon, les Américains ont ri au nez de Vladimir Poutine, résultat des courses, on en est quand même pas loin de 720 000 morts certifiés côté ukrainien, contrairement à ce que vous raconte, je sais pas quelle chaîne, je crois que c'est LCI ou BFM, je crois que c'est LCI, qui a sorti des pertes ukrainiennes absolument ridicules. Donc je crois que ils ont sorti un chiffre genre 150 000. Chez Pot de Fronta, qui compte les nécrologies de soldats ukrainiens, approche déjà les 720 000. D'accord ? Donc de nouveau, ça c'est un chiffre à minima, c'est le chiffre dont tu peux être absolument sûr, et auquel il faut rajouter ceux qui ont été enterrés, identifiés mais sans nécrologie, ceux qui ont été enterrés sans être identifiés, et les milliers de corps qui sont encore dans les morgues russes. Je rappelle, là on leur en a remis de nouveau 1000.
Hein, en à peine un an, on en est à plus de 20 000 corps qu'on leur a remis. Enfin, je veux dire, à un moment... bon. Et on en a encore plein. Hein. On en a encore plein. Donc... c'est vrai que je comprends pas pourquoi les gens n'écoutent pas Vladimir Poutine, parce que c'est quand même un dirigeant qui est quand même intelligent, sage, patient, qui dit les choses comme elles sont, et qui propose souvent des solutions assez justes. Et c'est un peu comme lorsque, vous savez, il y a quelques années en arrière, Alexandre Zakharchenko, quand il était encore en vie, avait proposé un projet Malorussie pour essayer de sortir de l'impasse des accords de Minsk par le haut. Bon, les Ukrainiens avaient rigolé à ce truc-là, maintenant je pense qu'ils rigoleraient peut-être un petit peu moins. Bref. Bonsoir Danaosa, pourquoi si les Polonais mettent la main sur Lvov et sa région, ils retrouveront les descendants des anciens assassins bandéristes qui ont massacré les 10 Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Ben oui, c'est pour ça que je dis... Moi j'ai toujours dit, hein, Lvov, Ivano-Frankivsk, il faut le laisser aux Polonais. Réglez ça entre vous. Hein, voilà. Réglez vos histoires de terrorisme intérieur et compagnie. Voilà, mais nous on n'a pas besoin de Lvov et d'Ivano-Frankivsk. Voilà. Béatrice qui dit la russophobie rend bête et aveugle. Ah oui, ça je fais pas dire. Hein, parce que là, vraiment... C'est psychiatrique. C'est psychiatrique. D'ailleurs, demain, je serai de nouveau en direct sur TVADP à 19h, heure de Paris. Cette fois-ci avec Cyril Delattre. Et on va parler ensemble de l'impact des sanctions européennes contre la Russie sur l'économie européenne et entre autres l'économie française. Vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point vous payez les pots cassés de cette politique russophobe, particulièrement bête, parce que là vraiment c'est du grand n'importe quoi. Donc demain soir, on parlera plus en détail de tout ça. On viendra avec des chiffres, avec des informations détaillées. Vous allez pouvoir vous rendre compte de la catastrophe que sont ces sanctions pour l'Union européenne et entre autres pour vous, puisqu'au final, c'est vous qui payez les pots cassés de toute cette histoire. Voilà. Hein. Donc voilà. Demain, je publierai le lien vers la chaîne YouTube de TV ADP, le lien vers le direct pour que vous puissiez y accéder. Vous pourrez là-bas poser vos questions. On a des gens à la régie qui nous transmettent les questions. Donc si vous avez des questions demain concernant les sanctions européennes et leur impact sur l'économie européenne et entre autres sur l'économie française, eh bien préparez vos questions et tenez-vous prêts demain à 19h heure de Paris. Ça sera sur TV ADP. Voilà. Carole qui dit bonsoir Carole, bonsoir, la russophobie a été propagée par les dirigeants européens. Oui, puis par toute la propagande médiatique. Hein, on vous dépeint les Russes comme des sortes d'orques, des gens même pas humains, etc. Enfin, ou comme des débiles. Hein, là, j'ai encore vu l'hôtesse de l'air. Je voulais faire un debunking complet, mais j'ai pas eu le temps. J'étais très occupé cette semaine. Comme vous avez pu le voir, on a publié beaucoup de vidéos et d'articles cette semaine. Tout ça, voilà, ça prend pas mal de temps, en plus de la chaîne Telegram, où il a sorti que les Russes avaient beaucoup de pertes parce que les soldats russes meurent de froid. Voilà, parce qu'ils sont pas préparés au froid, les Russes. Bon, il a sorti ça sur Twitter, enfin X. Tout le monde se fout de sa gueule dans les commentaires. À part 2-3 attardés de type NAFO, hein, donc les pro-ukrainiens les plus fanatiques et les plus débiles. Mais à part ça, 99% des réponses sous son truc, c'est pour se foutre de lui, quand même. Alors, je sais bien que le mec est russophobe au dernier carat, mais quand on dit que ça rend bête et aveugle... non, les Russes pas préparés au froid. Allô, Little Kid. La Russie n'est pas un pays tropical, hein? Non, pas vraiment, non. Si tu veux, c'est un pays où, en Yakoutie, si tu veux, le minimum du minimum, il était en dessous de -60, si tu veux.
historiquement. Et régulièrement, l'hiver, ils ont du moins 50. Voilà. J'ai moi-même été à Khanty-Mansiysk, qui est dans le nord de l'Oural. Je me suis tapé un moins 36. Hein, voilà. Tu crois vraiment que les mecs qui vivent dans ces climats-là, ils sont pas préparés au froid? Non, la réalité, et ça, Laurent l'a publié cette semaine dans une vidéo, c'est que c'est les Ukrainiens qui ont ce genre de problème. Voilà. Les gars sont laissés sur position sans le matériel adéquat, hein, parce que la logistique suit pas. Et on a une superbe vidéo avec quelqu'un qui parle bien en sourgique, hein, pour ceux qui demandaient. Mais comment on a la preuve que c'est des Ukrainiens et pas des Russes? Bah parce qu'il y a les mecs qui parlent en sourgique. Le sourgique qui est un mélange d'Ukrainien et de Russe. Voilà. Donc ça c'est typique, hein, je veux dire, ça c'est des Ukrainiens. Et effectivement, t'as un pauvre gars dont tu vois que les mains ont gelé. Voilà. Mais c'est pas les Russes. Les Russes, ils savent gérer le froid. Je veux dire, le général hiver est leur plus grand allié. Je veux dire, demandez à Napoléon. Hein, voilà. Hein, je signale, c'est pas les soldats russes qui ont besoin, comme les soldats britanniques là qu'ils ont envoyé. Ils ont envoyé où? C'était en Suède ou en Norvège, hein, pour s'entraîner justement pour le Groenland et les combats en Arctique. Et ils te montraient comment les soldats britanniques ils faisaient des plongées dans l'eau glacée pour essayer de s'endurcir un petit peu, quoi. Non, les Russes ils font ça pour le plaisir. Chaque année à l'épiphanie, ils font plouf plouf dans de l'eau à moins que 0 degré. Et avec plaisir. Les gars, allô? Les Russes? Mourir de froid dans les tranchées. Mais vous êtes... Non, mais là, quand même. Et après, il te sort comme preuve une vidéo qui a été complètement trafiquée, où ils l'ont découpée pour faire croire que les Russes ont des pertes à 50 000 hommes par mois, alors que pas du tout. Les deux blogueurs, alors déjà il te dit, c'est deux grands blogueurs russes. Les mecs, ils ont 60 000 abonnés sur leur chaîne. Ce qui pour la Russie est ridicule. Je rappelle quand même que Ribar, il a plus d'1 million. Colonel Kassad est pas loin de 800 000. Donc deux mecs à 60 000 abonnés sur Telegram, c'est un peu nobody, quoi. C'est personne. Hein, voilà. Donc deux blogueurs pseudo-experts érigés par TittleKid. Sauf qu'il a découpé toute la vidéo pour faire croire que ils abondent dans le sens en fait, du nouveau ministre de la défense ukrainien dont c'est le but, c'est-à-dire le mec te dit notre but c'est d'infliger 50 000 pertes à l'armée russe par mois. Voilà. Et donc ils ont découpé la vidéo, ils ont pris d'autres moments où ils parlaient d'autres choses, juste derrière pour faire croire qu'ils répondent en disant que c'est faisable. Non mais là, c'est mon gars, t'as appris la méthode chez France 24, hein, chez la Yelena Voloshin. Mon Dieu, mais c'est pas possible les mecs. Tu passes pour un pignouf, mon gars, parce qu'en plus, la vidéo est sous-titrée. Donc, les gens se rendent bien compte que de toute façon, il s'agit du vœu pieux du ministre de la Défense ukrainien. Parce que beaucoup de gens, d'ailleurs, lui ont répondu en commentaire, en plus de se foutre de sa gueule concernant les Russes qui auraient froid. Non, mais c'est ça le level des experts qu'on vous met sur les plateaux français. C'est du grand n'importe quoi. Sclé qui dit, à contrario, les Français qui avaient été déployés au Groenland, ça a dû leur faire bizarre. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est... Hein, c'est pas le même climat qu'en France, hein, le Groenland. Hein, Bonsoir Serge. Dobry wieczór. Titelman, quel guignol ce mec. Ah non, mais lui... À chaque fois que X me pousse un de ses posts pour des raisons d'algorithme, parce que je le suis pas, hein, j'ai autre chose à faire quand même. Non, à chaque fois je suis pas déçu, hein. À chaque fois je suis pas déçu. C'est comment vous dire, c'est à chaque fois c'est totalement inattendu. Mais c'est à chaque fois complètement débile, hein. Bon, ce qui permet de rire un grand coup, ce qui fait du bien, hein, pour la santé du cigare. Non, mais
Et ce gars est présenté comme un expert sur les plateaux télé français. Mais que je vous plains. Mais que je vous plains. André qui dit, il fait doux en ce moment à Yakoutsk, seulement moins 36. Ah oui, bah oui, seulement moins 36. Déjà moins 36, je vous assure que vous le sentez bien quand même, hein. Bon, les gars qui vivent dans ces régions-là, pour eux, c'est habituel. Les gamins vont à l'école, hein, par moins 36. D'accord. Donc si tu penses que des mômes qui vont à l'école par moins 36 quand ils sont adultes, ils meurent de froid sur le front dans le Donbass, où on n'a pas des températures aussi... Hein, non, les maximums où on descend, c'est du moins 20 quand t'as une bonne descente polaire. Là, cette année, maximum, on a eu, c'était moins 14, moins 15. Hein, pour eux, les mecs peuvent sortir en t-shirt par cette température-là. Non, je vous jure, quand je lis des trucs, je lis des trucs comme ça sur X, j'y vais régulièrement juste pour trouver ce genre de pépites, en plus de partager notre contenu. Hein. Oui, je vous rappelle, hein, que nous sommes aussi sur X, donc pensez à vous abonner à nous sur plusieurs réseaux sociaux au cas où. Bon, c'est principalement pour aller chercher des pépites comme celle-là. Et quasiment chaque jour j'en trouve. Hein. Bonsoir Daniel, qui vient de rejoindre le stream. Donc voilà, c'est ce genre de bon gros délire qu'on vous sort, quoi. Voilà. Après, les Russes qui combattent avec des pelles, à dos de chameaux ou d'ânes, avec des roquettes issues de morceaux de machines à laver recyclés. Qu'est-ce qu'on avait eu encore comme conneries? Je sais plus. J'en oublie tellement il y en a. Je n'arrive même plus à retenir tout le monceau d'âneries qui sortent parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. J'arrive même plus à. C'est juste pas possible. Non, vraiment. Les Russes qui ont froid. Oh merde. Eh, les gars, la Russie, c'est pas en Afrique, hein. On n'est pas sur l'équateur quand même, hein. Alors certes, on peut avoir très chaud l'été, y compris entre autres dans les parties sud, comme là où on se trouve, ou en Crimée, Krasnodar, tout ça, mais quand même, hein, on n'a pas ces températures-là toute l'année. Non plus, faut peut-être pas déconner, quoi. Hein, bref. Donc voilà, quoi, c'est un petit peu le niveau de la presse. Donc si vous voyez passer de nouvelles conneries, hein, ne vous affolez pas, ne vous affolez pas. Thierry qui dit, ça fait longtemps que je ne regarde plus les télévisions françaises. Ah bah moi aussi. Avant même de venir dans le Donbass, je regardais déjà plus la télé. Mais bon, via Internet, on a quand même droit aux extraits les plus croustillants, hein, les gens les publiants, hein, sur entre autres X, sur Twitter. Ce qui nous offre des bonnes barres de rire. Avant d'avoir envie de pleurer, parce que quand tu vois le niveau, si vous voulez, des pseudo-experts de plateau, si tu veux, il y a un petit côté désespérant, si vous voulez. Hein. C'est là comme la Kaja Kallas, la Kaya Kallas, là, qui dit que elle lit beaucoup de livres, et que quand elle aura terminé son mandat de chef de la diplomatie européenne, elle sera plus intelligente. Waouh! Alors, vu le niveau de conneries qu'elle sort à la minute, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, t'as de la marge, chérie. Hein. Waouh! Va falloir lire super activement, hein, mais vraiment, avant de faire remonter ton QI, ne serait-ce que de 2 points. Parce que tu pars de loin, là, quand même. Hein. C'est... Hein, je rappelle quand même que Maria Zakharova lui a recommandé d'arrêter de picoler avant de faire ses déclarations ou d'écrire ses posts sur les réseaux sociaux pour éviter, comment dire, des déclarations plus débiles les unes que les autres. Voilà. Donc, ouais. Non, c'est mal parti. C'est vraiment mal parti. Mais vraiment. C'est... Comme chantait Pierre Perret, malheureux comme un Russe au Congo. Ah ouais, un Russe au Congo, il aurait chaud quand même, hein. C'est...
Ah, les puces de lit, nous dit Laure. Et Didier qui dit les cheminées à la place des missiles. Ah oui, j'avais oublié celle-là. Les cheminées à la centrale nucléaire de Zaporogie qui a été présentée par, je crois que c'était France 2, c'est ça? Comme des restes de missiles plantés dans le toit. Voilà. C'est... alors, bonsoir à Samoa, Kouassi, à quel jeu jouent les USA? Je leur fais pas confiance et la Russie devrait en faire de même, qu'en penses-tu? Alors, c'est très compliqué de comprendre à quoi ils sont en train de jouer, en réalité, parce que ça devient complètement décousu. Alors là, il y a quand même certains experts qui commencent à dire que Trump a l'air d'avoir des petits problèmes au niveau du cerveau. Parce que là ça part dans toutes les directions. Hein. Donc, après le Venezuela, après, bon, il faut que vous nous donniez le Groenland. Après, je menace d'attaquer l'Iran. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. On est pour l'instant dans un gros suspense. Là, il y a eu une visite surprise là d'un officiel important iranien qui a rencontré Vladimir Poutine aujourd'hui même au Kremlin. Rencontre qui n'était pas prévue au départ. Donc je pense qu'effectivement la situation autour de l'Iran est potentiellement explosive. L'Iran a déjà clairement dit que s'ils attaquaient, les Américains allaient se prendre une bonne réponse des familles. Donc bon, ça sent assez mauvais. Et dans le même temps, t'as Donald Trump qui nous part dans un délire de Cuba est une menace pour les États-Unis. What? Non mais oh, il y a quelqu'un pour le calmer là quand même, Pépé là, parce que Biden était sénile, mais il semble que lui il est dément, hein. Non mais sérieusement là, maman, faut arrêter quoi. Donc je sais même pas en fait à quoi il joue. Les Russes eux-mêmes regardent tout ça en mode mais il est devenu complètement hystéro. Donc les Russes sont quand même conscients que de toute façon il n'y a pas grand-chose à tirer des États-Unis. Mais en tout cas, ça part bien en vrille, quoi. Enfin, ils sont en mode je fous le feu partout, sous des prétextes bidons. Hein, parce que là, maintenant, il a aussi commencé à gueuler contre le Canada, qui, soi-disant, allait passer complètement sous contrôle de la Chine et de la Russie. Après le Groenland, maintenant le Canada, il va faire quoi? Il va annexer le Canada? Et tu vas... Allô? Ça part complètement en sucette. Donc là, maintenant, il commence à vouloir s'en prendre à Cuba. Ok. Euh, What else? C'est quoi le prochain? Donc, si vous voulez, les Russes, ils regardent ça. Et ils sont un peu dans l'expectative, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on regarde. On est en mode wait and see. Hein. On attend et on regarde. Parce qu'on comprend pas quoi ils jouent, quoi. Après, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Si le mec est dément, pour cause d'âge, il y a peut-être pas grand-chose à piger, soit dit en passant. Hein, voilà. Donc, mais bon, la Russie, de toute façon, est extrêmement méfiante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit les refus à répétition de toute forme de cessez-le-feu complet ou prolongé. Ou... Non, non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Minsk 1 et 2 ont suffi. La leçon a été bien retenue. Cuba, c'était prévu apparemment, dit Laure. Au Canada, ils sont pas chauds, dit Evelyne. Non, non, mais vraiment, t'as l'impression que il est en mode, il est en mode comme s'il avait pris de la kétamine et du LSD en même temps, quoi. Tu vois, enfin, waouh. Il est en mode bouffée délirante et puis Cuba, Venezuela, Canada, l'Iran. Non, non, mais faut te calmer là, Pépère. Faut te calmer. Eva qui dit Biden aussi avait une démence qu'il a gardé pas mal de temps en étant au pouvoir. Ouais, mais Biden, lui, il était en mode sénile. C'est-à-dire, il s'endormait, il se souvenait plus de qui il était. Trump, ça a l'air d'être un autre genre. Ça a l'air d'être le genre un peu démence agressive.
Un peu à la, je sais pas, au début Alzheimer, tu vois. Enfin, c'est un peu flippant quand même, hein. C'est, c'est ça le problème quand t'as des dirigeants qui ont cet âge-là, quoi. Au bout d'un moment, enfin, plus de 80 piges, c'est plus l'âge pour diriger un pays, quoi, si tu veux. Surtout quand t'as la forme de Donald Trump, hein. Je veux pas être méchant, mais bon. Si au moins il se maintenait en forme à la Vladimir Poutine, encore, je dirais pas. Mais bon, c'est pas le cas. Donc ça devient bien, bien délirant. Alors j'ai vu aussi dans les commentaires, parce que bon, Vladimir Poutine a rencontré Al-Joulani, alias Al-Shara, président par intérim de la Syrie, hein, oui. Et il y a des commentaires qui sont très émotionnels. Ça me gave, sincèrement. Je comprends. Sincèrement, moi je sais pas comment Vladimir Poutine ou n'importe quel autre dirigeant arrive à serrer la main et à sourire à ce type, alors que je pense que sa seule envie, ce serait de lui coller une balle entre les deux yeux. Mais, pour les gens qui hurlent avec la meute que c'est inacceptable, que c'est la honte, que vraiment et Poutine il m'a déçu et machin, ça s'appelle du pragmatisme. Comme j'ai déjà expliqué, la Russie a besoin de ces deux bases qui sont euh, sur la côte, Tartus et Khmimim. Pourquoi? Parce que ces bases servent pour, entre autres, les différents déploiements et aides qui sont fournis à un certain nombre de pays d'Afrique. D'accord? Donc, ceux qui me disent, ouais, mais combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Et pour l'instant, le but de Vladimir Poutine, c'est de faire en sorte de garder le contrôle de ses bases le plus longtemps possible, en attendant qu'il y ait des alternatives. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, tant qu'il n'y en a pas, eh ben, il doit faire avec Al-Shara et il doit discuter avec lui serrer la main, lui faire des grands sourires, hein, et des compliments entre guillemets, hein, parce que effectivement il lui a dit que bah, c'était bien qu'ils aient récupéré une bonne partie du territoire qui était sous contrôle des Kurdes. Hein. Les Russes avaient mis les Kurdes en garde depuis longtemps, hein, pour ceux qui trouvent que c'est ignoble. Les Kurdes avaient été mis en garde. Les Russes leur avaient dit arrêtez de bosser contre les intérêts de Bachar el-Assad et de l'unité du pays pour les Américains, parce qu'un jour ils vont vous lâcher et ils vont vous la planter dans le dos, la lame. Voilà, ils n'ont pas écouté. Voilà, ils se sont crus plus malins, ils ont joué le jeu, ils ont facilité la chute de Bachar el-Assad, et maintenant ils se prennent le retour de bâton. Moi je pleurerai pas sur eux. Les Russes leur avaient proposé des deals. Les Russes leur avaient proposé des accords, avaient poussé pour essayer de faire une réunification, trouver des accords entre eux et Bachar el-Assad. D'accord? Les mecs les ont envoyés chier. Hein? Oui, mais on a les Américains qui nous soutiennent, donc on n'a pas besoin de vos accords. Ouais. Redis-la moi celle-là de nouveau et sans trembler des genoux. Voilà. Donc, oui, puis comme disent Laure et Didier, il n'est pas seul, Macron et Trump ont reçu aussi. Bon, après, ça veut rien dire, hein. Macron et Trump sont pas forcément des références. Mais pour Vladimir Poutine, c'est de la réelle politique. Il n'a pas le choix, c'est une question de pragmatisme. Pour l'instant, il est obligé de le recevoir avec la poignée de main et le sourire. Ça veut pas dire qu'il aime ce type. Comme disait le général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et c'est le rôle de Vladimir Poutine de défendre les intérêts de la Russie. Et c'est pour ça que je pourrais jamais faire de politique. Parce que moi, j'aurais ce mec-là en face, ça se terminerait avec un crime. Hein. Voilà. Hein, voilà. Je vous le dis, c'est qui est net. Le mec ressortirait pas vivant du bureau. Donc, voilà. Non, moi, je peux pas. Hein, je peux pas. Un mec comme ça, ce mec me fout la gerbe. Hein, voilà, comme un bon nombre d'entre vous, je pense. D'où les réactions très émotionnelles. Mais j'ai appris à garder mon calme, si vous voulez. Voilà, j'ai appris à prendre du recul.
hein, sur ce genre de réaction, parce que je suis consciente des nécessités qu'impose la réelle politique. Et la réelle politique impose pour l'instant à la Russie de faire avec. Même si ces cartes sont merdiques, il n'y a pas le choix pour l'instant. Ce qu'il en sera demain, c'est une toute autre histoire. Voilà. Et concernant les Kurdes, on vous avait prévenu. Je vais pas pleurer sur eux. Je suis désolé. Mais je vais pas pleurer sur eux. Ils ont eu des propositions par l'entremise des Russes pour essayer de réunifier le pays. Ils ont préféré jouer la division. Ils ont préféré jouer les aides pour faire tomber Bachar el-Assad. Bah maintenant, vous prenez le retour de bâton, les mecs. Hein. Voilà. Vous êtes en train de vous prendre les terroristes de l'État islamique qui ont été relâchés des prisons de Raqqa par devant, et puis les Turcs par derrière. Voilà. Et puis vous allez vous faire éjecter côté irakien de la frontière. C'est ça qui va se passer. Et ça aurait pu être évité. Si vous aviez mis votre ego de côté à un moment et que vous aviez saisi la main qui vous était tendue par Bachar el-Assad et la Russie. Voilà. Vous avez joué la division, vous avez joué le jeu des terroristes contre Bachar el-Assad. Venez pas chialer maintenant. Je suis désolé. Je peux pas chialer sur des gens qui ont été assez cons, pour dire les choses, pour faire confiance aux Américains. Je suis désolé. Je veux dire, les exemples historiques, Saddam Hussein, Kadhafi, tout ça. Ça aurait dû vous mettre légèrement la puce à l'oreille sur ce qui vous attendait. Et sur ce qui attend les Ukrainiens, d'ailleurs. Hein. Et puis les Européens, hein, comme je l'ai très clairement indiqué dans mon article de cette semaine, hein, sur la position bien inconfortable dans laquelle se retrouve l'Union européenne concernant l'affaire du Groenland contre le grand patron de la mafia otanesque, qui est Washington. C'est ça le problème quand tu vends ta souveraineté. Voilà. Après, celui à qui tu l'as vendu, il en fait ce qu'il veut. Et il en a rien à faire de tes intérêts. Voilà. Eva qui dit ce qui arrive en Syrie était à prévoir. Ben oui, mais ça j'en étais sûr de toute façon. Que les Kurdes allaient se faire lâcher par les Américains un jour ou l'autre, ça c'était une certitude. Et je suis pas la seule. Enfin, je veux dire, je dis pas ça pour me vanter. Je veux dire, tous les analystes un peu sérieux, je veux dire de Ribar à Podoliaka, le disaient. Quand les mecs ont refusé des accords pour essayer de réunifier le pays, ils ont dit mais les mecs vous êtes des cons. Enfin, vous faites réellement confiance aux Américains pour vous protéger. Maintenant ils les ont lâchés. Ils les ont lâchés, tout simplement. Et donc, ils sont désormais seuls. Seuls face aux terroristes islamistes qui ont pris le pouvoir en Syrie et aux Turcs qui ont bien décidé Erdogan qui a décidé d'en bien en profiter pour éliminer une bonne fois pour toutes toute idée de formation d'un Kurdistan indépendant à sa frontière. Voilà. Mais ça, les Russes vous l'avaient dit. Vous n'avez pas voulu écouter à un moment. Bon. Quand on n'écoute pas la voix de la raison, faut pas venir chialer après. Hein. Moi, je suis désolé, je peux pas. Je réserve ma compassion à ceux qui sont vraiment des victimes innocentes, si vous voulez. Hein. Les Alaouites, les chrétiens, les Druzes, qui, avaient effectivement placé leur confiance en la Russie, et que malheureusement la Russie n'a pas pu faire plus que ce qu'elle a fait quand elle a essayé de défendre Bachar el-Assad et son gouvernement, avant de se rendre compte que de toute façon elle pouvait plus rien y faire, parce que elle se retrouvait seule. Voilà, l'Iran ne pouvait pas intervenir de manière directe. La Russie est toujours prise dans l'opération militaire spéciale, donc deux fronts à la fois, c'est compliqué. Bon, c'est comme ça. Donc moi j'ai beaucoup plus de peine et je pleure beaucoup plus pour les Alaouites, les Druzes et les chrétiens de Syrie qui se font massacrer alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Alors que les Kurdes, je suis désolé,
Ils ont soutenu la scission du pays, ils ont refusé toutes les tentatives d'accord avec médiation de la Russie, etc., pour essayer de régler la question territoriale une bonne fois pour toutes. Ils ont joué du même côté que les terroristes pour renverser Bachar el-Assad. Les gars, je vais pas chialer sur votre sort. Voilà. Asamawa qui demande la Russie ne se fait-elle pas humilier et encercler en ne réagissant pas vigoureusement, surtout militairement, lorsque ses alliés sont attaqués ou ses navires à raisonner en mer. Bon, encore une fois, faut arrêter de réfléchir en matière d'humiliation et de machin. C'est un mode de pensée typiquement occidental qui n'a rien à voir avec de la géopolitique sérieuse. La Russie est déjà engagée dans un conflit de longue haleine, qui est l'opération militaire spéciale. Il est clair que la Russie n'a pas les moyens de déployer des forces énormes en Syrie ou en Iran. Allez regarder la géographie, vous allez comprendre pourquoi. D'accord ? C'est une première chose. La Russie, de toute façon, a toujours considéré que le respect de la souveraineté des autres pays était importante. C'est-à-dire que sauf si un pays demande expressément de l'aide, elle n'a pas à intervenir. Elle est intervenue en Syrie à la demande de Bachar el-Assad, il y a des années. Voilà. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Mais maintenant que c'est d'autres autorités à la tête du pays, elle ne peut pas faire grand-chose. L'Iran, préfère aussi se débrouiller tout seul. De toute façon, la Russie leur fournit de l'armement. On a vu ça quand ils ont coupé Starlink. Ça, c'est typiquement des moyens de brouillage russes. D'accord ? Donc, la Russie fournit des armes. La Russie fournit des entraînements. La Russie fournit du renseignement. Elle aide au maximum de ce qu'elle peut. Mais elle ne peut pas envoyer des troupes en Iran. De toute façon, ça n'aurait pas de sens. Enfin, je veux dire, l'Iran a une population qui est équivalente aux 2/3 de la population russe. Qu'est-ce que vous voulez que... Enfin, ça apporte en plus. C'est à l'Iran de se défendre. Et je pense que l'Iran le fera très bien. Je pense que les leçons de la guerre de 12 jours ont été retenues. Et je pense qu'ils se sont bien préparés à faire une riposte violente par eux-mêmes. D'accord ? Et concernant les navires à raisonner en mer, le problème, c'est que vous comprenez bien que la flotte qui transporte le pétrole russe, c'est tellement de navires que la Russie n'a pas assez, si vous voulez, de navires et de soldats pour escorter chaque bateau. C'est pas possible, vous comprenez bien. Mais la réponse, elle va venir. D'accord ? Il y en aura une, toujours. Asymétrique et douloureuse. Toujours. Donc, arrêtez de raisonner à court terme en « Ah, mais pourquoi ils réagissent pas tout de suite ?» Non, les mecs, attendez. Si la Russie s'amuse à couler, je sais pas, un navire français en réponse à l'arraisonnement de ces pétroliers, il se passe quoi ? Article 5, guerre nucléaire ? Eh, les gars, attendez, oh, on redescend. Non, il y aura une réponse. Mais elle sera autre. Elle sera autre. Voilà, faut... Comme le dit Valérie, la volonté de paix et d'éviter l'escalade est souvent perçue comme de la faiblesse. On avait parlé de la faiblesse de la Russie en Ukraine, et on voit maintenant qu'elle avance tranquillement, exactement les mots que j'avais utilisés dans cette vidéo en mai 2022. Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Arrêtez de prendre la patience et la diplomatie pour de la faiblesse. D'accord ? C'est une mentalité typiquement occidentale, et typiquement hollywoodienne de « Ah, faut tirer partout dans le tas et tout faire péter ». Non, arrêtez avec ça. Arrêtez. Si la Russie faisait ça, on serait déjà tous
entre-vitrifié et il y aurait plus que des cafards sur Terre. Arrêtez vos conneries. Thierry qui dit les Kurdes se sont toujours fait avoir. Oui, bah ça, on a pu voir, oui. Bon, il y a de nouveau des gens qui comprennent pas quand je dis qu'il faut laisser le chat, voilà. Eva qui dit l'Iran se prépare à se défendre, la réponse sera inattendue. Mais oui. La réponse sera asymétrique, je vous l'ai dit. La Chine, c'est pareil. Comme dit Eva, la réalité, c'est pas un film. La Chine, la Russie, ce sont des civilisations, des pays-civilisations millénaires, voire multimillénaires pour la Chine. Vous croyez vraiment qu'un pays comme la Chine peut exister depuis aussi longtemps qu'il existe, en étant dirigé par des crétins décérébrés qui réagissent de manière débile pour un oui ou pour un non? Allô? Si Xi Jinping en est là où il en est, c'est pas par des copinages, c'est parce que le mec est brillant. Il est intelligent et il est compétent. Il sait ce qu'il fait. Et Vladimir Poutine, c'est pareil. Hein, s'il est systématiquement réélu à la tête de la Russie, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. La patience est une vertu. Révisez La Fontaine. Oui. Hein? C'est très important. Réfléchir avant d'agir. Comme dit Eva. Surtout dans un monde où on est en plein affrontement indirect entre deux superpuissances nucléaires. Hein? Je rappelle que et la Russie et les États-Unis ont chacun des milliers de têtes nucléaires. Les deux pays à eux tout seuls ont de quoi vitrifier toute la planète. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est intelligent de réagir du tac au tac à des provocations débiles? Non. Le message sera passé, ne vous inquiétez pas. Mais Vladimir Poutine va le faire passer d'une façon telle que ça ne provoquera pas d'escalade. Et l'opération militaire spéciale va se poursuivre au rythme où elle se poursuit. Et on s'en fout que les médias occidentaux disent qu'on fait super lentement. Parce qu'on s'en tape. Parce qu'on ne voit pas à court terme. On voit plus loin que le bout de notre nez en Russie. Le lièvre et la tortue, comme le dit Eva. Le lion et la souris. Hein, révisez les fables de La Fontaine. Ce sont des fables d'une grande sagesse. Hein? Faut faire preuve d'intelligence aussi, dit Evelyne. D'accord, je suis totalement d'accord. Patience, intelligence. Faut réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Surtout quand on parle d'affrontement entre des puissances nucléaires. Si encore on n'avait pas cette arme, je vous dirais, on répondrait du tac au tac. Mais avec le risque de s'entretuer avec une arme qui rendrait la vie sur Terre infernale, à part pour les scorpions et les cafards, est-ce que vous croyez vraiment que c'est fut-fut? Non. Donc encore une fois, je le dis, je le redis, je le redis. Ça ne sert à rien de vous exciter, de partir dans des insultes contre le président russe parce qu'il ne fait pas ce que vous voulez. Et encore heureux qu'il ne fait pas ce que vous voulez. Il fait ce qu'il doit faire, ce qui doit être fait. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Voilà, révisez La Fontaine. Ça rime à rien. De toute façon, la Russie, elle a des centaines et des centaines et des centaines de pétroliers. Ils vont pas pouvoir tous les arrêter, hein. Donc de toute façon... Comme dit Béatrice, les Russes sont champions du monde d'échecs. Voilà, ce sont des gens réfléchis. Thierry qui dit les États-Unis sont une puissance au pied d'argile économiquement. Oui. De toute façon, ils sont bien partis pour une guerre civile, hein, avec ce qui s'est passé
à Minneapolis, qui a tourné totalement en défaveur de Donald Trump, hein, avec l'ICE qui a abattu un homme. Alors pour les gens là aussi qui ont réagi en mode, excusez-moi, un peu poule sans tête, ouais mais pourquoi il est venu là-bas avec une arme? Les enfants, rappelez-vous, les États-Unis ce n'est pas la France. Les gens là-bas ont le droit, dans la plupart des États, sauf quelques-uns, de porter une arme. Ça fait partie de leurs droits constitutionnels. D'accord ? Donc arrêtez de réagir en mode oui mais en gros c'était une provocation de venir avec une arme. Au nom de quoi? Il n'a pas brandi son arme. Pas du tout. Elle était à sa ceinture, dans son holster. D'ailleurs, un des agents de l'ICE lui retire son arme avant que son collègue le descende. Je veux dire... Donc le gars n'était pas du tout menaçant. Faut arrêter les grosses conneries. Et c'est pas parce qu'il portait une arme sur lui qu'il l'était. D'accord ? Là-bas, c'est un truc normal. Là-bas, c'est un truc normal. Faut bien que vous mettiez dans la tête que les droits et la mentalité aux États-Unis, c'est pas ceux de la France. C'est pas parce qu'en France, c'est très rare les gens qui ont un droit d'un permis de port d'armes qu'il faut réfléchir en français concernant la situation aux États-Unis. C'est une énorme faute. Et ça vous fait avoir des réactions émotionnelles complètement hors sol. D'accord ? Le gars, pour lui, se balader avec une arme, c'est un truc aussi normal que se trimballer avec une breloque à son porte-clés. D'accord ? C'est un truc normal, c'est un droit constitutionnel qu'il a et il a un permis. Donc au nom de quoi il se promènerait pas avec ? Pour assurer sa sécurité. Donc c'est... Mais là, ce qui s'est passé quand il a été descendu, et là les gens ont filmé, et là la preuve que l'ICE raconte de la merde, que le mec était menaçant, que... Là, ça s'est retourné contre eux, là. Là, franchement, je pense que Donald Trump va perdre les midterms. Les républicains, je pense, vont perdre les midterms, et ça va leur faire très très mal. Et je pense qu'ils sont en train de se diriger vers un scénario genre guerre civile. De toute façon, ça je vous l'ai dit depuis des années, hein. À force de jouer la division de manière brutale, entre autres de la part des démocrates, qui ont littéralement diabolisé les républicains, entre autres Donald Trump, en mode c'est des nazis, hein, un peu comme en France, hein, où n'importe qui dit quelque chose qui leur va pas, bah t'es un facho, hein, voilà, c'est la même truc. Ça aboutit qu'à une chose, hein, tu divises ta société, et là, Trump a foutu le pied de biche dans la faille, et puis il a tiré un grand coup, quoi. C'était le truc à pas faire. Je dis pas qu'il faut pas traquer les migrants illégaux, etc. Il faut s'en occuper. Je suis totalement d'accord. Surtout quand les mecs foutent la merde, etc. Les mecs, faut les renvoyer au pays. Mais faut faire ça avec un minimum de doigté, si tu veux. La méthode éléphant dans une boutique de porcelaine, c'est dangereux. Parce qu'il y a un moment où toute la porcelaine peut se casser la gueule sur toi, si tu veux. Et si la boutique s'effondre sur ta gueule, bah c'est pas bon, quoi. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, à moi qui demande quelle situation actuelle à Kupiansk, bah, pour l'instant, on reste plus ou moins sur un statu quo. Les Ukrainiens continuent d'envoyer des renforts au massacre. Les dronistes russes s'en donnent à cœur joie. Donc la route qui mène à Kupiansk est une véritable route de la mort. Vous avez des véhicules calcinés à droite, à gauche, partout. Il y a des corps de soldats ukrainiens dans tous les coins. Mais pour l'instant, il n'y a pas de grosse avancée. Voilà. Il y a une avancée un peu plus au sud, semble-t-il. Mais il semble que de nouveau le ministère de la Défense se soit un peu trop vanté au niveau rapport. Donc ça, je vous ferai un rapport détaillé dimanche sur toute la partie militaire. Mais pour l'instant, ça bouge pas trop à Kupiansk. C'est pour l'instant là, c'est en mode, on est en mode broyage. Voilà, on est passé dans le mode broyeuse à viande, quoi. Désolé pour le terme, mais bon, voilà, on est passé en mode hachoir à viande. Donc pour l'instant, on les laisse pas aller plus loin. Et on détruit. C'est-à-dire qu'ils essayent d'avancer, on détruit, renvoie des renforts, on détruit. On est en mode attrition 3000%.
sur cette zone du front. Résultat, ça avance sur les autres. On avance en région de Zaporozhye, là par exemple. On avance en région de Kharkov. On avance, je crois aussi en région de Soumy. Donc, ouais, c'est mal barré pour eux. Hein. De toute façon, à terme, on reprendra tout le territoire de Kupiansk. C'est ce qui s'est passé avec Dzerzhinsk, c'est ce qui s'est passé avec les petites localités qui étaient au sud de Krasnoarmeysk avant qu'on encercle complètement la localité. Ça a été pareil avec la percée au nord de Mirnograd, à l'est Dimitrov. C'est toujours la même chose. Dès qu'ils voient que médiatiquement, ils envoient tout le paquet. Oui, ils font des petits progrès à un moment, et puis au bout d'un moment, toutes ces réserves, elles se font détruire. Et puis, quand elles sont totalement détruites, on avance à nouveau, quoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des milliers et des milliers de cadavres qu'on renvoie après par convoi de mille côté ukrainien, quoi. Eva qui dit Vladimir Poutine est un homme plein de sagesse et de réflexion comme un joueur d'échecs qu'il est. Trump part très mal. Vous aviez raison à propos de cette réunion, il n'y a même pas eu d'accord humanitaire. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Mais je pense que ça va rien donner. Rien donner, sincèrement. On ira jusqu'à la capitulation parce qu'ils sont dans le même mode de pensée qu'Hitler. Hein. Voilà. Après moi le déluge. Il voulait faire son Bukele. Ouais, ouais, ouais. Je vous dis, faut pas réagir comme ça, chaud émotionnellement. Je sais, je comprends. Je suis moi-même quelqu'un de très émotionnel. Mais faut apprendre à prendre du recul. Faut apprendre à réfléchir un peu plus loin que la vision immédiate. Voilà. La guerre éclair, ça a été la méthode allemande et ça a été la méthode américaine ces dernières décennies. On a vu ce que ça a donné. Oui, tu fais une avancée rapide, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, t'étires ta logistique comme un chewing-gum, t'épuises tes hommes, tu bouffes ton matériel plus vite que tu ne peux le renouveler, ton économie commence à en pâtir et à un moment, ça se casse la gueule. Voilà. Regardez l'Afghanistan. Regardez l'Afghanistan. Ça a été une guerre éclair, entre guillemets. 20 ans plus tard, les talibans sont de retour au pouvoir. Hein, les mecs se sont retirés dans les montagnes, ils ont attendu le bon moment, et puis quand ils ont vu que de l'autre côté ça commençait à faiblir, ils sont revenus en force. Ils se sont préparés, ils se sont armés, ils ont accumulé des forces, ils se sont entraînés, et puis ils sont revenus à la charge, et puis ils ont tout écrasé sur leur passage en 2 temps 3 mouvements. Et en quelques semaines, ils avaient repris le contrôle du pays. Je pense qu'il y a matière à réfléchir quand même quand vous voyez ça. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant en Syrie, la situation est ce qu'elle est. Pour l'instant. Est-ce que ça sera demain ou après-demain, c'est une toute autre histoire. Tout autre. Parce que le Al-Shara, il a aggloméré plein de groupes qui sont pas tous réellement d'accord les uns avec les autres. Et puis il y en a plein qui étaient alliés avec lui, qui aiment pas trop sa version pseudo-démocratique du califat, si tu veux. Donc de toute façon, à un moment, ils vont se bouffer entre eux. Il y a de bonnes chances. Puis il y en a certains, je pense, qui vont faire tout ce qu'il faut pour ça. Voilà. C'est tout. Vous savez, hein, comme le disait le Bouddha, la seule chose permanente dans cet univers, c'est l'impermanence. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je publierai demain en journée l'enregistrement de ce direct. Je vous retrouve, pour ceux qui le souhaitent, demain sur TVADP à 19h heure de Paris. Attention, à 19h heure de Paris, avec Cyril Delattre, pour parler de l'impact des sanctions européennes anti-russes
sur l'économie européenne et française, plus particulièrement. Et dimanche, je vous retrouve pour le rapport hebdomadaire de situation, comme chaque dimanche, pour faire un point plus détaillé sur la situation militaire. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.